Mahmoud Diouf, donc, qui est professeur à Columbia University. Et donc, on lui est d'autant plus reconnaissant d'être venu depuis New York parler avec nous aujourd'hui. Columbia University, où il dirige l'Institut d'études africaines et l'École des affaires internationales et publiques. Donc Mahmoud Diouf a fait une longue carrière aux États-Unis depuis 1999, après avoir été enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Il a d'abord été spécialiste de l'Empire colonial français, mais il travaille aussi depuis sur les sociétés contemporaines en Afrique. Et je pense que c'est aussi à ce titre, enfin à ce double titre, que l'œuvre de Bougar Sarr l'intéresse et le questionne. Parmi ses livres, je signalerai Historian and History's What For, une histoire du Sénégal, le modèle islamo-wolof et ses périphéries, ou encore le Sénégal sous Abdou Diouf. Voilà, donc nous avons le plaisir de vous écouter maintenant. Est-ce que vous avez besoin des livres que vous avez laissés là? Vous en avez besoin? Non? Merci. Je vous remercie et je voudrais remercier l'école et le président de l'école de m'avoir aimablement invité à venir discuter, présenter ma lecture d'un livre écrit par un très très jeune frère que j'admire énormément dans la mesure où je pense que en tant qu'historien, j'ai jamais cru que les sciences sociales parlaient de l'Afrique mieux que le roman. Et le roman est devenu une ressource pour moi en tant qu'enseignant, mais enseignant d'histoire, à cause, et c'est ça la question qu'on m'a posée, qu'on m'a demandé de traiter très rapidement, l'idée qu'il y a dans le roman une épaisseur qui est une épaisseur sociologique et historique. Et comme je dis, j'en abuse et je l'utilise, mais je suis plus un lecteur, mais un lecteur d'histoire, quelqu'un qui aime les histoires. Et ce livre de Bougar est pour moi une révélation, précisément à cause de cela, à cause de cet emboîtement d'histoires, de ces histoires qui se juxtaposent, qui s'interpénètrent, mais qui aussi s'excluent. Et ce qui m'a intéressé, c'est surtout les motifs du roman, c'est-à-dire la manière dont les histoires sont dites et associées à ces histoires les réflexions. Des réflexions qui, bien sûr, on en a déjà parlé, des réflexions qui sont sur la littérature. Donc, j'insiste, je vais beaucoup plus insister sur les enchevêtrements de moments, de lieux, d'histoires et de personnages. Sur la remise en cause systématique, je pense, chez Bougar, des événements univoques, des choses qui sont vérifiables. Et pour ça que ce roman est une véritable fiction. On essaie de trouver derrière la fiction des réalités, des histoires qui sont, par exemple, l'idée que c'est un livre sur la dénonciation de la colonisation, alors que ça peut être lu comme un livre qui est un livre sur les transactions entre ceux qui colonisent et ceux qui sont colonisés. Et il y a une phrase admirable que Bougar, en fait, utilise en disant que la violence de la colonisation, ce n'est pas l'acte des colonisateurs, mais c'est l'appropriation du langage et des actes coloniaux par ceux qui sont colonisés. Et ce travail est un travail très important si on essaie effectivement d'interroger. Et c'est à partir de ces questions-là que je pense Bougar interroge ce que j'appelle moi la biologie de l'acte d'écrire. Et la manière dont les différents personnages, les différentes perspectives se présentent, si vous voulez, dans ce livre. Et personnages, perspectives sont aussi illustrés par ce qu'on pourrait appeler le langage des corps. Je pense qu'il y a un excellent travail sur le corporel et comment rendre compte de ce travail corporel dans les interactions que les personnages ont entre eux. Par exemple, il y a comme une manière de comprendre, si vous voulez, une génération d'écrivains, une communauté d'exilés, comme disait ma collègue, mais qui vivent et qui utilisent à la fois deux manières d'interagir. L'écriture, ou même trois, l'écriture,
la parole, mais aussi le corps. L'engagement corporel, l'engagement sexuel, l'engagement amoureux, l'engagement passionnel, la séduction. Donc pour moi, ma première lecture est une lecture qui prête attention à la construction des personnages. Le père des jumeaux, Wali, qui meurt dans le fleuve. L'oncle qui élève les jumeaux, Tokongor. La mère, Mboyil. Et la manière dont ces personnages émergent. Hassan, le roman dit, il est noir-blanc. Son frère Ousseinou, qui est un pêcheur solide, responsable, ancré dans la culture locale. Il y a bien sûr Mossane, mais quand il parle de la ville, les subalternes, ceux qui vivent dans la ville, et le contraste entre les personnages de la ville blanche et les personnages de la ville africaine. Et ce travail sur la ville est pour moi, comme historien de l'évolution urbaine, un travail très intéressant parce que ce travail s'inscrit dans une généalogie qui est une généalogie romanesque. Par exemple, pour moi, ça a énormément invoqué Bernard Daguier, Climbier. Et l'histoire des sons aussi, l'importance des sons dans ce livre. Non seulement les sons, mais les odeurs et le bruit sont aussi des éléments qui, pour moi, sont des éléments très, très importants. Et on peut le faire pour tous les personnages, les trois femmes d'Ousseinou Mamkoura, Yangone et Tadib, qui élèvent Marem Sigadi. Il y a aussi Sigadé. Il y a toutes ces communautés aussi que Bougar présente. Et c'est pour ça que c'est un roman foisonnant. C'est vraiment un emboîtement d'histoires, de plusieurs histoires, qui peuvent s'entrecroiser ou non, mais qui renvoient en particulier à un monde foisonnant. Et ce monde foisonnant, c'est probablement pour ça que le déplacement dont on a parlé est un déplacement qui se réalise entre 68 et 38. Parce que 38, c'est l'entre-deux-guerres. C'est un tournant. Et il utilise une expression très intéressante en parlant de Senghor, l'encombrant Senghor, qui est là. Et c'est vrai que, dans une certaine mesure, se retrouver dans les années 30, et pour moi, c'est la grande question de ce roman, c'est une manière d'identifier un moment où l'écriture romanesque prend le pari de confronter l'Afrique dans le temps du monde. Ce n'est plus une Afrique qui essaie de s'extirper de l'invention européenne de son identité, mais c'est une Afrique qui tente de s'incorporer. Et je pense que c'était ça le défi de Yombo Erlegen. Rentrer dans le temps du monde, le subvertir, mais cette subversion demandait une subversion de l'imaginaire, l'imagination de l'Afrique qu'on avait. Et je pense que c'est l'autre aspect qui est l'aspect plus important qu'on retrouve, si vous voulez, dans les déclinaisons des thèmes. Que ce soit l'amour, j'en ai parlé très rapidement, mais ce qui montre aussi l'extraordinaire puissance, si vous voulez, du travail qui est réalisé par Bougar, le fait que Mossane est amoureux des jumeaux, des deux. Et ça, c'est un pari qui est un pari extraordinaire du point de vue de l'imagination et du point de vue, si vous voulez, de l'invention d'une identité qui est une identité qui repose sur l'incertitude. Parce que ce roman est aussi un roman de l'incertitude, rien n'est sûr. Et on peut en fait comparer ce roman au premier, Terre Sainte. Ou Terre Sainte, ce sont des incertitudes qui se font face et qui vont s'affronter. Les incertitudes, si vous voulez, les incertitudes des fondamentalistes d'une part et les incertitudes de ceux qui veulent résister
à la dictature qui émerge. Et l'incertitude comme problème est un élément qui est aussi un élément intéressant. Et ces incertitudes sont alimentées par la séduction et la puissance de la séduction qu'on retrouve à la fois chez Hassan, chez son fils Eliman, mais qu'on retrouve aussi chez Ousseynou, mais exprimé, si vous voulez, de manière différente, mais qu'on retrouve aussi chez la poétesse haïtienne. Et sa compréhension du monde, cette femme qui travaille à l'UNESCO et qui travaille, et qui, en fait, qui voyage beaucoup et qui est à la recherche, disons, de réponses ou de questions à son problème qui est le problème de la littérature. Et son rapport avec Madame Siga, est un rapport qui est intéressant. Et là aussi, il y a une phrase qui est une phrase assez fantastique. Chercher la littérature, c'est chercher la merde. Et ce qui le montre le plus, on en a un peu parlé, c'est la question de la langue, ou la question des langues. La question des langues de l'école, la question de l'intelligence, la langue comme un trésor ou la langue comme un instrument de domination. Et cette tension est aussi une tension importante parce que ce sont ces tensions qui créent, et là aussi c'est une très importante question dans ce livre, de l'impossibilité de composer le récit. Dans quelles conditions et à quel prix le récit peut être. Il ne peut advenir parce qu'il est impossible à composer. Et à partir de cette question, je pense que Bouga se dit finalement que c'est peut-être la seule manière de résoudre cette question, c'est de repenser l'espace textuel, non comme un lieu de représentation ou d'événement, mais comme un lieu de tension forte où opère le principe de la délibération permanente, la reconnaissance et de la reconnaissance de la diversité. Et là, ça m'a rappelé quelqu'un qui a hanté cette place quand elle était ailleurs. Ça m'a rappelé Marc Auger. Auger, ce que Auger appelle le génie du paganisme. C'est-à-dire l'impossibilité d'accrocher au réel une explication. Non seulement une explication permanente, mais une explication qui capture, si vous voulez, l'ensemble des objets, l'ensemble des mouvements, l'ensemble des idées qui sont prises en jeu. Et c'est ça, autant les traditions culturelles, le folklore, le système des croyances religieuses et spirituelles, la philosophie et la culture populaire. Et je pense que la deuxième grande question qu'on retrouve aussi, qui est une question qui anime ce livre et les récits de ce livre, c'est comment aligner la magie, la raison et la foi. Et ces questions, comme je disais tout à l'heure, sont des questions qui sont posées en utilisant, là aussi, c'est une des questions qui a été au centre des grandes discussions dans cette école, moi, quand j'étais étudiant, la question des jeux d'échelle. Les jeux d'échelle interprétatifs en plus. Et là, je pense que Bouga fait un excellent travail en opérant par juxtaposition et superposition, en véritablement rendant l'identité, si vous voulez, à ce que je pense être les sociétés africaines. La polyphonie, la délibération et l'engagement constant. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas une foi absolue, comme dans la chrétienté. Il n'y a pas de vérité absolue dans le paganisme. Et ça, je pense que c'est un élément important, parce que ça la renvoie à une autre question qui est aussi importante, qu'on ne peut pas fabriquer une clé universelle, qui ne peut pas passer par la reconstruction des objets auxquels on fait face. Et ça aussi, je pense que le travail qui est fait, le travail de fiction, justement, est un travail qui montre que ce monde dont il parle est un monde de transaction, de transit, où les vérités se brouillent. Et comme je disais, c'est
une réflexion qui porte sur le temps du monde. Ce sont des récits et des histoires qui sont sur le temps du monde. Ce ne sont pas des récits sur l'Afrique, ce ne sont pas des récits sur un moment précis, mais c'est un récit où, en fait, avec, si vous voulez, les voyages de Eliman, c'est des ressources qui sont des ressources propres à son histoire. Et là aussi, ça m'a rappelé Senghor, propre au royaume d'enfance. Des connaissances acquises par le voyage et l'éducation, par les rencontres. Et ce sont ces ressources qui sont mélangées à d'autres ressources et qui font que Eliman n'a pas une histoire. C'est pas seulement, et c'est peut-être ce que Thérèse veut dire à Bolène quand elle lui dit « vous l'avez tué parce que vous l'avez considéré seulement comme un Africain génial, pas comme un écrivain ». Et ça, c'est pour moi la grande question que soulève Bougard, qu'il ne résout pas. Parce qu'il y a toutes ces discussions de ces jeunes Africains qui écrivent en français, qui se posent la question, est-ce qu'ils sont des écrivains africains? Est-ce qu'ils sont des écrivains tout court ou est-ce qu'ils sont des écrivains africains? Et pour moi, la grande réponse, c'est la réponse de Toni Morrison. J'écris, je suis noir et je suis une femme. Faut-il qualifier l'écrivain ou faut-il arriver à ces trois qualificatifs qui sont des qualificatifs qui s'entrecroisent, se mêlent et, si vous voulez, et se configurent réciproquement. Et je pense que s'il y a dans une certaine mesure entre le voyage à Paris, la rencontre avec Diegan et le voyage de Diegan à Amsterdam tente de donner une réponse à cette question par rapport à elle-même et ce qu'elle écrit, elle ne retournera jamais au Sénégal. Pourquoi? À cause de ses livres. Ça veut dire que c'est une écrivaine sénégalaise. Il n'y a pas à débattre. C'est évident. Mais Eliman va retourner. Et ça, pour moi, c'est l'intérêt le plus intéressant. C'est l'autre aspect intéressant de ce débat qui est, à mon avis, un débat intéressant. Et c'est pour ça que j'ai parlé du génie du paganisme. Et là aussi, en fait, à cause de cette référence à Yambo Ologem et de l'importance de Yambo, de l'ombre de Yambo sur ce livre, qui, comme je disais tout à l'heure, la manière dont Yambo a été lu par les Africains est très très différente de la manière dont les Français en particulier l'ont lu. Les Français l'ont lu comme ce petit génie noir, mais qui intervient dans la littérature française. Les Africains le lisent comme un écrivain africain qui parle de l'Afrique au monde. Et cette relation devient effectivement pour eux une relation problématique à cause de la manière dont Yambo s'en prend à tous les regards qui sont portés sur l'Afrique. C'est-à-dire ces inventions de l'Afrique par le monde arabe et islamique, par le monde européen, par le monde colonial, l'ethnologie et le refus, en fait, de ce qu'il appelle, là aussi dans ce livre, il y a une réflexion très très importante sur le passé. Et quand Bouga parle du passé, c'est très intéressant parce que c'est presque à l'opposé de ce que pensent les historiens aujourd'hui. Que le passé n'est important que parce qu'il trace la voie du futur. C'est-à-dire quand je parle de l'histoire d'une communauté, c'est pour inclure des citoyens et exclure des non-citoyens. C'est-à-dire quand on n'est pas intégré dans le passé d'une société, on est exclu de son avenir. Donc le passé sert, si vous voulez, à jouer sur ça. Et Yambo Ologem, le devoir de violence, l'intérêt, autant que je me rappelle, c'est qu'il parle de ce qu'il appelle les faux passés africains. Et il s'en prend à ces faux passés africains et à toutes les ressources
qui ont participé à sa création. Et c'est pour ça que Yambo, c'est vrai, annonce quelque chose, la critique, 8 ans après les indépendances, la critique des sociétés africaines. C'est-à-dire une critique de l'intérieur, un regard qui porte à l'intérieur. Et ce regard qui porte à l'intérieur, c'est justement ce regard qui est un regard de questionnement. Mais c'est aussi, comme disait ma collègue, le regard de quelqu'un qui a lu, et qui a beaucoup lu, qui a lu autant les textes islamiques qu'il a lu, en fait, les textes de l'anthropologie et de l'ethnologie et de l'ethnologie française. C'est pour ça aussi que pour moi, la plus secrète mémoire des hommes n'est pas seulement un livre sur l'écriture, sur la littérature. C'est aussi un livre sur la lecture et la réception de cette littérature. Et cet élément est important dans la mesure où ça a hanté pendant longtemps les écrivains des années 60. Et si vous lisez, je reprends encore Bernard Daguier, qui insiste, il faut lire. Ils disent qu'on n'est pas cultivé, mais ils ne veulent pas qu'on aille dans les bibliothèques. Il faut qu'on aille dans les bibliothèques, il faut qu'on lise. Et cet élément est aussi un élément chez Bougaert, parce qu'il semble être beaucoup plus l'héritier de Daguier et de Cheikh Hamidou Kane. Daguier et Cheikh Hamidou Kane qui réfutent, en fait, si vous voulez, les traditions orales. Cheikh Hamidou Kane le dit dans une conférence de manière explicite, qu'une société mue par les traditions orales n'est pas une société qui survivra au temps du monde. Il dit, lorsque nous mettrons le bleu du mécanicien, il faudra qu'on mette notre âme à l'abri. Pour lui, alors qu'à la même période, ces années 60, et là, et c'est les aspects ironiques de votre livre, vous en prenez, disons, presque directement à Amadou Hampâté-Bâ. Quand vous dites un vieillard qui meurt, ça on le partage. On se fait insulter par plus de 4000 personnes parce que j'ai dit que c'était une phrase stupide. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et vous dites une chose que j'ai adoré ça. Vous dites, oui, vous savez, la bibliothèque a plus de valeur que le vieillard. Et ça va vous créer des problèmes. Mais je pense que c'est ça qui est important. Et ça, par exemple, là aussi, ce que j'ai retrouvé, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé en lisant votre roman. Il y a quelques années, j'ai acheté une traduction de Kamara Lai, Le regard du roi, et en anglais. Et cette traduction a une préface écrite par Toni Morrison. Et moi, le souvenir que j'ai eu de Kamara Lai, Kamara Lai pour nous, c'était probablement l'écrivain africain de cette première génération. Un enfant noir est publié en 54, Le regard du roi est publié en 56. Pour nous, c'était le romancier traditionnel conservateur, que c'était pas vraiment quelqu'un d'intéressant. Donc j'achète ce livre et je lis cette préface de Morrison. Et Morrison dit, c'est le plus grand livre jamais écrit par un écrivain africain. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas le livre que j'ai lu. Donc, j'ai dit, il faut que je relise le livre. Et j'ai relu le livre, et voilà ce qu'elle écrit. Elle dit, pour ceux qui ont fait le voyage littéral et imaginaire, le contact avec l'Afrique, sa pénétration a offert des occasions passionnantes d'expérimenter la vie dans son état primitif, formatif, incoercitif. La conséquence de cette expérience a été la connaissance, une sagesse qui a confirmé les avantages de la propriété européenne. Et plus important encore, a permis une révélation de soi, libérée de la responsabilité de recueillir trop de renseignements réels sur les cultures africaines. Un peu de géographie, beaucoup de climat,
Quelques coutumes et anecdotes sont devenues la toile sur laquelle le portrait d'une personne plus sage et plus triste ou totalement reconstituée pouvait être peint. Et quand je lis la manière dont vous discutez des débats entre ces intellectuels africains, notamment l'écrivain congolais Béatrice, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à ces questions. Quelles sont les connaissances qui sont les connaissances susceptibles de rendre compte? Et continue en disant la combinaison de la propriété et de l'étrangeté a libéré l'imagination des auteurs de fiction. Et tout comme elle l'a fait pour les historiens et les explorateurs, les a incités à projeter une Afrique métaphysiquement vide et prête à l'invention. Mais ce que l'Afrique n'a jamais été, c'est son propre sujet, comme l'Amérique a été pour les écrivains européens ou l'Angleterre, la France ou l'Espagne pour les homologues américains. Et ce qu'elle dit, en fait, c'est que, si vous voulez, Camara Lai a repris ce dont vous parlez, toutes ces langues qui ont inventé des populations, inventé des comportements pour les retourner. Et ce regard qui révélait l'Africain, le regard européen qui révélait l'Africain à lui-même a été retourné. Comme elle dit, elle a arraché l'œil de l'Européen pour l'amener à pouvoir ramener à pouvoir regarder. Et ce qu'elle dit, et ça je le cite parce que je pense que ça résonne tellement bien avec votre roman, elle dit que ce roman extraordinaire a accompli quelque chose de tout à fait nouveau. Dans un langage métaphorique et symbolique inédit, l'Afrique des contes, lieu d'exploit thérapeutique ou d'initiation sentimentale, mettant au diplôme de la vie et réinventée. Employant l'idiome du conquérant, utilisant exactement et précisément la terminologie du discours dominant sur l'Afrique, cet extraordinaire auteur guinéen a retourné l'œil occidental pour le préparer à rencontrer le regard d'un roi africain. Comme un forgeron transformant un morceau de fer chauffé au rouge en une lame digne de son nom, Camara Lai a échangé l'Afrique énigme et obscurité contre la subtilité et l'ambiguïté littéraire. Délaissant l'argumentation par l'affirmation, il a revendiqué le droit à la complexité, à la nuance, à l'insinuation. Des revendications qui ont peut-être contribué à une interprétation persistante du roman, soit comme une simple allégorie raciale, une dénonciation du colonialisme, un roman ethnographique, soit comme un mysticisme empreint de rêve. Et ça, quand j'ai lu votre roman, quand j'ai terminé, je suis retourné à ce texte. Je me suis dit, il y a quelque chose qui permet effectivement de voir ce qui se passe. C'est-à-dire, ce sont ces opérations. Bien sûr, chez Camara Lai, c'est cette histoire qui peut être interprétée comme ça. Mais chez vous, on a à la fois les histoires, mais on a aussi cette réflexion qui est une réflexion sur la littérature. Et pour moi, vous vous êtes pas seulement contenté de convoquer un vocabulaire imagé, sophistiqué et entièrement africain pour lancer une négociation discursive avec l'Occident. Parce que pour moi, je lis Eliman comme quelqu'un qui engage la confrontation avec l'Occident, mais qui l'engage à ses manières, selon ses propres termes, sans se soucier de la provenance de ses ressources. Il n'essaie pas de se retirer de cette difficulté, de ces différentes difficultés, en retournant en Afrique, il va y retourner. Mais ces ressources sont des ressources multiples, ce sont des ressources variées. Et ce sont ces ressources qui lui permettent de regarder l'Afrique. Et pour moi, c'est véritablement les questions qui m'ont semblé être les questions les plus importantes que vous posez sur la table, non pas de manière théorique, mais en racontant l'histoire. Le livre est une fiction.
et ça reste une fiction. Et pour moi, c'est un livre, c'est ce qui fait l'importance de ce livre. Et comme je disais, c'est un livre qui s'inscrit dans le temps du monde. C'est pour ça que vous pouvez parler de l'encombrant Senghor. Senghor, tout en restant le plus occidental des Africains, comme on dit, le royaume d'enfance est là où il se retire pour s'inventer. Sans le royaume d'enfance, il n'existe pas. Mais c'est le royaume d'enfance qui lui permet de s'engager avec. Eliman, c'est différent. C'est à la fois, il reprend la démarche de Senghor, il l'amplifie, mais il le fait différemment. C'est-à-dire, il ne reste pas dans le champ qui est le champ de la reconnaissance. Ce qu'il veut, c'est ouvrir le monde à l'Afrique et ouvrir l'Afrique au monde. Tandis que Senghor, c'était la recherche d'une présence de l'Afrique dans le monde, ce qui est l'invention de présence africaine. Eliman, c'est un double mouvement. Et ce double mouvement dialectique est un mouvement que je trouve très important et qui va au-delà, en général, de ce qu'on dit en lisant votre livre comme un truc post-colonial ou décolonial. Moi, je pense que justement, c'est la prise d'écart avec le colonial, le post-colonial et le décolonial qui fait l'intérêt de ce livre. C'est une manière de dire, peut-on soulever d'autres questions que cette question en rapport, je pense, avec le colonial. Donc, je terminerai en disant que ce livre se présente comme une constellation dont le labyrinthe de l'inhumain est l'astre d'ordonnancement. Les écrivains de la génération de Diegan l'attirent les étoiles filantes. Sigadé, l'étoile polaire, la poétesse haïtienne, Denise, que j'ai trouvé très, très important. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est un tout petit rôle dans ce livre. Mais je pense que cette étudiante en philosophie qui danse dans ce bar les seins nus et qui rencontre l'épisode avec Eliman, est-ce que c'est Eliman, c'est déjà ça la question, devient un élément très très important dans la construction de ces mondes énigmatiques qui se superposent, se juxtaposent, s'excluent, etc. Je vois aussi une géographie. Constellation révélée par les odeurs, les bruits, les jeux, le contraste des environnements urbains et ruraux et la manière dont ces environnements sont habités. Je vois par exemple le manguier en face des cimetières où se tenait Mossad, où se déroulaient les rencontres quotidiennes d'Ousseynou et de Mossad, près duquel les entrailles du crocodile qui a tué Wali ont été enterrées. Mais c'est là aussi où après la mort de son père, pour la première fois, Siga va lire le labyrinthe de l'inhumain. Et elle dit, je lisais pour la première fois sur le manguier en face du cimetière, comme si je voulais m'imprégner d'une part de l'histoire d'où le livre avait jailli. Et ça aussi, pour moi, c'est un élément important qui permet de voir la manière dont en fait, tu fais allusion à tes notations historiques. C'est très clair que quelque part, tu parles de Brésiaï. Tu parles de l'ethnologie et de l'anthropologie coloniale, de l'islamologie française, des tirailleurs sénégalais, de la révolution haïtienne. Et j'en ai un peu parlé de la réflexion sur le passé. Et tu dis, c'est ce qui inquiète le plus l'homme. Ça je l'ai gardé, c'est à la page 205. Mais aussi la nature transactionnelle des pratiques religieuses. Et ça m'a intéressé aussi, c'est comparé avec Cheikh Hamidou Kane. Et c'est aussi comparé avec la grande royale Ousseynou et Hassan. Les choix qui sont faits et la question de la lecture et de l'écriture. Par exemple, bien sûr, je ne peux pas te demander pourquoi c'est absent parce que tu as écrit un roman. Je me suis dit pourquoi tu n'as pas parlé de la bibliothèque islamique mais en Wolof, du Wolofal. De ces choses-là qui ont participé à cette discussion. Et je me suis posé la question, est-ce que Ousseynou a cette dimension? Je sais que bien sûr Ousseynou
comme toi et moi, on est serrères, donc on ne fait pas partie de ce monde, plus ou moins, même si on essaie aujourd'hui d'en faire partie. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important. Et pour moi, lire et écrire, tel que tu le présentes, deviennent ainsi non des entreprises d'extraction d'une sociologie, d'une histoire ou d'une figuration, mais ce sont des opérations de figuration d'imaginaire ouvert. Et ces imaginaires ouverts peuvent permettre ou non de tracer des généalogies, mais cela importe peu. Ce qui importe, c'est ce qui, en fait, ce sont les engagements, les confrontations, les connivences des différents personnages en des différents mondes. Et je pense que c'est contre l'histoire du monde, l'histoire de Hegel. On a beaucoup parlé de Saint-Bède. Saint-Bède dit que l'histoire est chronophage. C'est pour ça qu'il ne faut pas écrire de l'histoire. Les historiens n'ont pas le sens du temps. Ils sont trop linéaires pour comprendre que le temps, c'est une série de zigzags. Et pour moi, en fait, du moins c'est comme ça que je lis ton livre, en décodant les leçons de l'imaginaire, je pense que tu affirmes que l'écriture romanesque est le mode le plus approprié de ce que Jacques Berck appelle une repossession du monde. En 1964, Jacques Berck a écrit un livre qui s'appelle La dépossession du monde. Et c'est sur l'indépendance de l'Algérie. Et pour lui, la repossession du monde, c'est la danse et le joujou des femmes, le jour de l'indépendance. C'est la manière dont l'histoire est remise en circulation et refilée, si vous voulez. Et j'ai l'impression, en terminant ton livre, qui parle d'histoire qu'il est impossible de raconter, celle de la brutalité coloniale, qui passe, comme je disais tout à l'heure, par l'appropriation par l'indigène de la logique coloniale et de ses représentations, c'est effectivement que l'écriture historique telle qu'elle se présente ne peut pas s'extirper de son manteau colonial. Mais le roman permet de réinventer les histoires et de les réinscrire, si vous voulez, dans une temporalité qui n'est plus la temporalité du temps du monde. Quand l'Afrique émerge, le 19e siècle, le siècle de Hegel et de la réalisation de l'histoire avec l'État-nation. Mais ce que tu dis, c'est que parler de l'histoire du quotidien, c'est une manière effectivement de contourner la difficulté de s'inscrire dans cette histoire hegelienne où l'Afrique est à la marge. L'Afrique n'est pas... Et pour moi, en fait, ce travail, vous l'effectuez, on en a parlé en parlant de Ousseynou et des autres, en parlant des journalistes et des critiques, c'est 7 personnes qui vont mourir. En parlant, et ça aussi c'est extraordinaire, le travail que vous faites sur Henri de Bobinal et Paul-Émile Vaillant, qui est une manière de... Et ça, je reviens, c'est peut-être parce que vous êtes un littéraire. Vous vous excluez, en fait, à la fois les historiens, les anthropologues de cette entreprise de... Pas pour décrypter l'Afrique, mais de cette entreprise de définition, du moins d'identification de ce qui serait cette logique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la logique païenne, c'est-à-dire par la défiance, par l'inconfort, par la sensation du positionnement et du repositionnement. Et je pense que le travail que vous faites, par exemple, pour moi, un des aspects les plus importants, c'est la manière dont, en fait, vous procédez à ce qu'une de mes collègues appelle la fabulation. C'est-à-dire la manière d'associer à des groupes et à des individus. Par exemple, l'épisode de l'écrivain congolais et de Béatrice, à ce moment précis où il y a eu une invitation, et quelque chose d'assez fantastique en termes de fabulation. Mais de fabulation où c'est le corps, c'est les corps et les esprits qui sont
qui sont en sens. Donc pour moi, le récit ne rend pas compte, si vous voulez, de ces positionnements sociologiquement déterminés. Du moins, il se soucie peu de l'épaisseur sociologique ou historique dans sa banalité académique et ses illustrations et ses inventions illustrées par les professeurs au Collège de France, Bobinal et Paul. Les récits dans leurs variations sont composés dans la confrontation et la contestation. Leur caractère littéraire, anti-ethnographique et anti-sociologique. Ils proposent une autre manière d'apprendre et de produire des connaissances, de mettre à l'épreuve ses connaissances, ses émotions, ses corporalités, en quelque sorte une présence dans le monde. Et pour moi, c'est pour ça que je parlais d'un livre qui est dans le temps du monde. Une présence qui échappe aux modalités de l'histoire politique, c'est très clair chez vous, et aux impératifs de aux impératifs et prescriptions de la raison qui gouvernent les inventions de l'Afrique, arrimées à l'histoire monde du 19e siècle. Et ce sont ces opérations que j'appelais précisément des opérations de fabulation et d'affabulation. Ça, c'est des termes que j'emprunte à une collègue qui s'appelle Shadia Atman, qui a écrit un article qui s'appelle Venus in Two Acts. C'est sur l'esclavage et la manière dont la femme, en fait, le rôle que les femmes ont joué dans la conscience des Européens durant la période de l'esclavage. Et pour moi aussi, et je vais en terminer là, la grande question, c'est qu'au lieu de raconter, comme là je reprends encore Toni Morrison, qui dit « J'ai aucune envie d'écrire sur la violence de l'esclavage, la violence du maître sur l'esclavage. C'est pas ça l'histoire qui m'intéresse. La seule histoire qui doit nous intéresser aujourd'hui, c'est d'écrire sur la résistance de l'esclave contre la violence du maître. » Merci. Et votre livre nous permet de penser ça. Merci infiniment, Mamadou Diouf, pour cette très forte évocation, donc la troisième de l'après-midi, avec votre propre regard à la fois d'historien, mais aussi de lecteur de littérature, de beaucoup de littérature manifestement. J'ai été très sensible à ce que vous avez dit, ce que vous avez proposé comme interprétation du décalage dont on a déjà parlé dans les études de cet après-midi, menées cet après-midi, du décalage temporel de 68, publication dans le réel historique du devoir de violence, et dans la fiction 1938 comme réinscription dans un temps du monde, et aussi dans un espace du monde, parce que on quitte ce temps du face-à-face ou ce temps enquisté, qui est aussi celui du regard colonial sur l'Afrique, mais aussi l'espace qui s'ouvre avec ce départ en Amérique du Sud, qui est très important et qui me semble rejoint aussi l'hypothèse que c'est une inscription dans la littérature mondiale, dans des références, que ce soit à Gombrowicz, à Borges, etc., à Kundera, des références à la littérature mondiale, et qui étaient aussi ces références qui habitaient Woologem quand il écrivait, et qui sont aussi celles, enfin à mon avis, que Bougarsar partage avec lui. Alors, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le temps de la fabulation? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut... Enfin, moi, ça me semble pas contradictoire, mais le temps du monde, ou le temps de l'histoire du monde, quand même, c'est pas le temps du monde, c'est le temps de l'histoire du monde, l'histoire mondiale, 1939, et le temps de la fabulation qui sortirait en même temps du temps du monde pour rentrer dans une temporalité beaucoup plus plurielle, beaucoup plus polyphonique, beaucoup moins linéaire. Donc comment ça marche ensemble? Vous avez raison, c'est une très importante question. Peut-être j'ai pas bien précisé ce que j'appelais le temps du monde. Ce temps du monde, c'est le temps du monde tel qu'il est conçu par Hegel. Qu'il y a une histoire qui ne peut qu'être l'histoire des affaires politiques.
Et cette histoire des affaires politiques est celle-là même qui détermine ce qui sont dans l'histoire et dans la civilisation et ceux qui en sont exclus. Donc c'est un temps du politique. Dans les années 20-30, ces Africains qui finalement, après la Seconde Guerre mondiale, vont créer Présence africaine, sont obsédés par une chose, qu'ils ne sont pas présents. Et comment assurer cette présence? Mais ce débat n'est pas seulement africain, c'est un débat de toutes les sociétés qui sont des sociétés colonisées. Et celui qui, en fait, qui propose le plus rapidement, si vous voulez, un engagement avec cette question, c'est Tagore. Tagore qui va recevoir le prix Nobel en 1933. Et Tagore dit qu'on ne peut pas écrire l'histoire des pays du Sud dans le temps du monde, qu'on ne peut l'écrire qu'en écrivant l'histoire du quotidien. C'est l'histoire du quotidien qui permet aux exclus de l'histoire de recréer. Et sa conclusion, elle est très simple. Les historiens ne peuvent pas jouer ce rôle. Seuls les poètes peuvent le jouer. C'est la poésie qui est le langage historique des sociétés colonisées et dominées. Et ça va poser l'énorme question, qui est la question de la libération, qui est la question de... Mais la fabulation, ce que cela permet, c'est que la fabulation permet de penser une autre logique, qui n'est pas la logique qui est associée aux grandes découvertes, qui dit que le non-européen n'existe que parce qu'il est découvert. Donc on est obligé de fabuler pour se créer, et on revient sur cette discussion sur le passé dont Jean-Frédéric avait parlé, que le passé est inventé, qu'il est possible de s'inventer un passé, et qu'il faut s'inventer un passé pour se libérer d'une domination. Et là, je suis d'accord avec Bougard quand il dit que la question, ce n'est pas la violence coloniale, c'est l'appropriation et de cette violence et de son langage par les gens qui sont dominés. Merci. Est-ce que je propose tout de suite des interventions dans la salle avant qu'on fasse une petite pause pour la réorganisation de la salle pour le dialogue avec Bougard-Sarr. Tu veux peut-être poser une question, Philippe? Oui, le micro marche là, oui. Oui, c'est bon. En fait, c'est une remarque et une interrogation. Donc, merci beaucoup, parce que c'est ce qui était passionnant, c'était la construction, la triangle, c'est-à-dire la question de l'histoire, la question de l'anthropologie, et puis la littérature, bon, et les questions que le livre pose par rapport à ces répartitions de savoir. Et je trouvais que la référence au génie du paganisme là était vraiment très très lumineuse. Mais au fond, mon interrogation porte sur un autre point. C'est à un moment vous avez beaucoup cité Toni Morrison. Et vous avez dit, et je pense qu'effectivement, ça fait partie du grand plaisir de la lecture, c'est-à-dire, vous avez dit, il y a une prise d'écart avec le colonial, le décolonial, le postcolonial, donc on est un peu ailleurs. Et donc, bon, je sais pas, j'imagine que le livre va bientôt être traduit aux États-Unis, donc on aura effectivement des réceptions et des types de réceptions du livre par rapport au débat que vous connaissez mieux que nous sur toutes ces questions. Mais est-ce que déjà, sans attendre ces réceptions, comment est-ce que le livre est reçu, s'il est déjà lu parmi vos collègues à Columbia ou un peu ailleurs, ou en fait dans d'autres universités, je veux dire? Vous savez, quelquefois, parce que je vis aux États-Unis depuis 20 ans, donc... Et parfois, quand je vois les échos des discussions soi-disant américaines en France, je suis toujours étonné parce que je vis là-bas et je ne les entends pas. Et quelquefois, je me demande qu'est-ce qui se passe. Mais le débat sur le colonial et le décolonial, ce sont des débats français. Ce ne sont pas des débats américains.
moi, l'université où je suis, ce ne sont pas des choses qui... Il y a des débats sur la colonisation. Il y a des débats. Saïd a enseigné là. Gayatri Chakrabarti Spivak est toujours là. Mais la manière dont le colonial, le décolonial, tout ça est discuté est une manière qui voulait très différente. Et actuellement, pour une raison très simple, ou qui n'existe pas en France, c'est qu'il y a les Africains américains. Et le débat est un débat très différent sur les questions de race. Par exemple, il y a Jean-Frédéric, aujourd'hui, il y a aux États-Unis un champ de recherche qui n'existe pas en Europe, les études, les Black European Studies, qui sont animées dans la plupart des cas par des intellectuels africains-américains qui travaillent. Il y a un livre qui va sortir dans quelques mois qui porte sur le racisme en France, la question de la race, donc par une collègue qui est sociologue. Donc ce sont ces imbrications de trajectoires qui font que aujourd'hui la grande discussion, ce n'est plus autour de l'impact. Si vous voulez, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple de Toni Morrison, parce que Toni Morrison a joué un très très grand rôle. Toni Morrison a écrit un texte, un tout petit texte, qui s'appelle Home, qui a été publié lors du 25e anniversaire du livre de Cornel West, Race Matters, qui a été publié il y a, je pense, un peu plus de 30 ans. Et elle remet en cause cette idée de racisme. Elle dit trois choses qui sont intéressantes. Un, il y a que les Blancs, certainement, sont la majorité des gens qui achètent mes livres. Ils doivent comprendre une chose, je n'écris pas pour eux. Et je n'écris pas pour leur expliquer le monde des Noirs à eux. Les Noirs n'achètent pas mes livres, probablement en majorité, mais j'écris pour eux. C'est parce que c'est ma culture. Et c'est à ces gens-là avec lesquels je m'engage. Elle dit une deuxième chose. Elle dit, oui, la race n'existe pas biologiquement. Mais la race a produit une histoire. Et cette histoire est une histoire de la divergence entre noir et blanc dans ce monde. Et c'est ça qu'elle appelle la demeure, home. Pas la maison, pas l'habitation, home. C'est-à-dire cet espace dans lequel s'est construite une culture, cet espace dans lequel s'est construite une civilisation qui effectivement a produit des êtres qui sont toujours des êtres dans le temps du monde. Moi, j'utilise le mot temps du monde, je l'ai pris chez elle. C'est-à-dire cet engagement dans ce monde. Et pour elle, cet engagement, on peut choisir la manière dont on en parle. Et on peut choisir les multiples dialogues qui existent. Elle a écrit un autre livre aussi qui s'appelle Dancing in the Dark, où elle dit, le livre américain où il n'y a pas la moindre trace d'un personnage noir, ce livre parle aussi des Noirs. Si vous le lisez attentivement, vous allez trouver le noir là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, donc le livre de Bougat, je pense que sera très bien accueilli, parce que ça va rentrer aujourd'hui dans un nouveau mouvement intellectuel, comme je disais, animé par des Africaines américaines, qui s'intéressent à ce qu'elles appellent maintenant, aussi bien dans la littérature que dans le cinéma, la peinture, ils appellent ça Black Gaze. Vous voyez, j'ai parlé du regard, quand j'ai parlé de Toni Morrison. Le regard du roi a été traduit en anglais, c'est assez intéressant. The Radiance of the King. Pas de gaze, mais la notion de gaze est une notion beaucoup plus sociologique et qui permet effectivement de parler de processus identitaires et d'identification qui sont marqués par ces éléments qui sont, si vous voulez, les éléments historiques. Oui, j'ai remarqué que cette notion qui a été proposée par Laura Mulvey de male gaze, et depuis c'était décliné en quantité de gazes. Est-ce qu'il y a peut-être une question avant qu'on fasse encore une pause et pour réinstaller la salle?
On a un peu chaud et soif, je pense, donc on va faire une petite pause encore d'un quart d'heure avant d'avoir notre grand moment de l'après-midi, qui est la rencontre proprement dite avec Bougarsa, qui nous fait l'honneur d'être déjà présent parmi nous. Et d'ailleurs, ces livres, voilà, ils sont en vente à côté.